Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Margot Blanc. Margot Blanc est experte en leadership et ensemble, on va discuter des 5 clés qui font un bon leader, de l'impact des relations et des histoires familiales sur notre vie professionnelle d'adulte et de leader, également de qu'est-ce qui transforme un leader en un leader toxique, pourquoi certaines personnes subissent leur leadership et également la croyance dominante sur le leadership avec laquelle Margot n'est pas d'accord. Ça, c'est un extrait de tous les sujets auxquels on va discuter lors de cet épisode. Je te laisse apprécier notre discussion. Enjoy! Bienvenue Margot, dans cet épisode de podcast. Je suis ravi de t'accueillir, aujourd'hui. Pour, les personnes qui te connaissent pas, je voudrais te commencer par, une question très simple. Comment est-ce que tu te présentes? Et est-ce que, la manière dont tu te présentes a changé ces derniers mois ou ces dernières années? Merci, superbe question. La manière dont je me présente a énormément évolué, rien qu'au cours de la dernière année. J'ai été longtemps quelqu'un qui se présentait à travers ses titres, à travers ses réussites professionnelles, parce que j'ai une sacrée carrière et j'ai réalisé qu'en fait, c'était un masque qui était relativement faux ou qui était très boosté par mon ego. Donc aujourd'hui, j'ai plus tendance à me présenter comme, une maman de 37 ans qui est entrepreneuse, qui, est voyageuse, qui adore lire, qui est intéressée par de nombreux projets et qui s'est formée à de nombreuses méthodes, dont le coaching, pour, pouvoir transformer son quotidien et pouvoir créer une entreprise qui ait un impact et une valeur qui était chère à mon cœur. OK, c'est une très belle façon de se présenter, encore une fois, de pas se présenter par le métier. Hem, Juste, petit point, parce que je trouve ça intéressant, mais tu dis, que tu aimes bien, voyager, partir en aventure. Tu as beaucoup voyagé, avant d'avoir, ton enfant ou tes enfants, je sais pas comment on en a. Donc j'ai une petite fille qui va avoir 4 ans en septembre, donc ça fait 4 ans que les voyages ont été beaucoup plus simples et beaucoup plus, européens, on va dire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait, de l'humanitaire, j'ai fait des voyages en sac à dos. Je suis trilingue, donc j'adore pouvoir utiliser les différentes langues, même si, c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'anglais tu vas partout. J'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé en Afrique, j'ai fait de l'humanitaire en Afrique. Ça m'a beaucoup marquée et ça m'a aussi, beaucoup questionnée sur, nos différences, sur le sens de la vie et sur, la chance que j'avais de venir, de la France. Par rapport à ce que tu fais, aujourd'hui, donc tu travailles sur tout ce qui est leadership et cetera. Est-ce que tu penses que le voyage, ça t'a aussi amené à te questionner sur ce sujet? En voyant peut-être les différentes manières, comme tu disais, les différentes cultures, différentes manières dont les gens interagissent. C'est la question vient tout juste de pop, elle était pas du tout préparée, mais voilà, je me demande si ça a un lien. Pour moi, le voyage est essentiel, afin de te former, d'avoir, un rapport à la culture, d'avoir un rapport à l'autre, à la différence. Sans voyage, tu peux pas s'ouvrir à la différence pleinement et que ça soit en Asie, en Afrique, même aux États-Unis, tu vas découvrir d'autres formes de sagesse et de vision de la vie qui, pour moi, sont complémentaires et pour être un leader aujourd'hui, tu as besoin de t'ouvrir sur le monde, sinon tu peux pas vraiment accompagner tes équipes. Donc, oui, le voyage est essentiel. Après, ça dépend. Si tu vas au Club Med en 4 étoiles, tu vas rencontrer plein de gens, hein, ça peut être très chouette. Mais, va faire de l'humanitaire au fin fond du Mali, là, tu te poses d'autres questions. J'imagine que tu as dû, vivre des expériences, est-ce que tu aurais, une anecdote, justement d'humanitaire? Moi, j'en ai jamais fait, mais c'est quelque chose que Mmh. j'y ai beaucoup réfléchi à est-ce que je faisais un «break» dans ma vie entre guillemets pour faire de l'humanitaire? Est-ce que tu aurais une expérience? Ça a été très douloureux pour moi, l'humanitaire au Mali. Je suis partie, 1 mois dans un village, qui s'appelle Niéna, qui est vraiment au fin fond du Mali. Il y avait pas l'eau courante, il y avait pas l'électricité. Donc, on était un petit groupe, d'une ville française à partir là-bas avec des sages-femmes, avec différents jeunes comme moi qui venaient donner des cours de français dans l'école et ce qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, c'est que la valeur de la vie n'était pas la même. Par exemple, j'ai vraiment vu qu'en tant que blanche, j'avais une autre valeur, en tant que femme, une autre valeur. Alors qu'au sein de la communauté sur place, si un enfant mourait, si une femme mourait, ça avait pas autant d'importance et j'étais assez jeune à l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans
et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée dans le fait de voir qu'une vie humaine n'a pas le même prix, que tu sois en France, que tu sois au fin fond du Mali, et je crois que ça m'a mis dans une colère, incroyable. Ça m'a vraiment questionnée. Je suis rentrée, presque épuisée et en même temps traumatisée, en fait, de réaliser à quel point, il y avait un choc culturel, pour moi à vivre. Parce que quand tu pars en humanitaire un peu fleur bleue, tu dis: «Ça va être trop chouette, je vais sauver la planète», et en fait, tu te rends compte que, bah, non, il y a une autre culture et que cette culture, tu vas pas la changer parce que c'est pas la tienne, et ça a été, très violent de réaliser que, voilà, un enfant qui meurt, bah, c'est pas grave, on en fait d'autres, quoi. Dit comme ça, c'est violent, mais il y a c'est un autre pays, c'est un pays où tu as de la famine, c'est un pays où il y a eu énormément de violence, c'est un pays où la femme n'a pas de droits, c'est un pays où les petites filles vont pas vraiment à l'école, où elles sont encore excisées. Ça a dû changer depuis, mais il y avait, enfin voilà, i c'est un pays avec beaucoup de violence, donc on peut pas juger. Mais c'est vrai que je suis arrivée avec tous mes jugements, et donc je me suis pris une culture, en pleine tête, et ça m'a fait réfléchir pendant plusieurs années après. Ouais, OK, c'est effectivement, je pense que ça doit faire un choc de se prendre, quelque chose comme ça dans surtout, bah, à cet âge-là. Hem, je voudrais, recentrer sur le sujet, ce que tu fais, au niveau du leadership. J'ai vu que tu partages 5 caractéristiques, je ne sais pas s'il y en a plus, tu me diras, mais sur le leadership qui sont le sens, le moule, la connexion, l'engagement et l'énergie. Est-ce que tu peux, m'en dire un peu plus ouais, sur ces caractéristiques que tu as liées au leadership? En fait, c'est le principe, qui a été développé par une équipe qui a bossé pour McKinsey. Donc McKinsey, c'est un gros groupe de consulting qui allait, travailler pour analyser qu'est-ce qui permettait à des femmes de devenir des super leaders, et après ce modèle a été utilisé pour d'autres personnes. Et en fait, c'est partir du principe que pour être un bon leader, c'est pas que de l'acquis, c'est pas que du mental, c'est plein d'autres choses. Entre autres, le fait d'avoir, des contacts, d'avoir du networking qui va te soutenir dans ton leadership, le fait d'avoir conscience de ton énergie et de ton niveau énergétique, en fait, de fatigue, de charge mentale et tout, d'avoir conscience de, bah, que tu dois te mettre en avant et comment le faire. C'est tout un ensemble de paramètres qui, quand tu les mélanges, te permettent d'être un meilleur leader. Mais ça te ramène, en fait, ce center leadership, donc centré, pour moi, te ramène à la conscience de toi et donc de qui tu es. Et en ayant conscience de toi et de tout ce dont tu as besoin autour de toi pour être un bon leader, tu vas pouvoir le devenir en travaillant sur ces 5 caractéristiques. Et c'est pour moi une super roadmap que j'ai adaptée et puis changée et que je fais évoluer, en fait, en fonction de la personne face à moi, mais qui me permet, en fait, d'avoir, tu vois, un peu un compas, parce que tu as des gens, ils arrivent, ils ont un super networking, il y a pas de souci. Par contre, ils ont pas conscience de leur énergie, ils vont s'épuiser, ils sont au bord du burn-out. Bon, bah, comment est-ce qu'on va, en fait, réajuster tout ça pour que tu puisses utiliser les 5 clés et pas, t'épuiser dans une seule? D'accord, et donc, pour être un bon leader, faut donc pouvoir avoir une bonne balance sur ces 5 clés. Pas être, juste, quelqu'un qui est sur du sens, juste quelqu'un qui gère bien son énergie, et faut pouvoir, gérer ces 5 éléments. Et est-ce qu'il y a des parce qu'on s'en rend pas forcément compte qu'on gère, mal un de ces éléments. Qu'est-ce qui, selon toi, serait un bon indicateur pour chacun d'eux de: «OK, là, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être que je travaille»? J'adore ta question parce que j'ai créé une jauge de leadership, pour, justement voir où est-ce qu'on en est, en fait, et pour te faire, en fait, un auto-bilan, et je te donnerai le lien, comme ça se télécharge, gratuitement sur mon site internet. L'idée dans tout, en fait, c'est de mettre de la conscience, parce qu'il y a des endroits où tu sais que tu es bon, des endroits où tu sais que tu es moins bon. Par exemple, moi, je sais très bien que je suis pas du tout douée en gestion de mon énergie. Ça veut pas dire que je vais être une mauvaise leader. Ça veut dire que je sais que ça, c'est mon red flag. Je sais que j'ai tendance à tirer sur la corde. Je sais que j'ai tendance à en faire trop à certains moments. Le principal, c'est d'avoir de la conscience, parce qu'à partir du moment où tu sais quelque chose, où c'est pas caché, tu risques pas de te prendre le mur en pleine face au dernier moment et pas le voir venir. Donc, il y a des endroits vraiment, voilà, où on est très doué. Moi, je sais que le networking, ça m'éclate, c'est facile pour moi. Bon, bah, j'y vais simplement. Alors qu'il y a d'autres endroits, comme poser le cadre, comme des choses qui vont être plus organisationnelles, où je vais être moins douée, bah, je vais me gérer autrement. Mais c'est en mettant de la conscience et puis aussi en voyant que tu évolues en plus, parce qu'on se compare à nous-mêmes d'il y a quelques mois et on voit l'évolution et puis on continue d'avancer. Et en fonction des projets, des équipes, des gens avec qui tu avances aussi, si tu es avec des gens qui ont beaucoup de conscience d'eux ou des gens qui ont besoin d'être très managés,
tu vas aussi agir différemment. Et comment ça se concrétise pour toi, le fait que, au niveau de que on va dire le point noir sur ces 5 éléments, c'est la gestion de l'énergie. Est-ce que ça veut dire que tu vas être, tu vas fonctionner un peu comme des sprints, où tu vas très bien fonctionner sur une courte période, mais tu vas mal gérer ton énergie et donc il y a un moment où il va falloir faire une pause et ensuite tu vas revenir et ça va être comme ça avec des pics? Comment ça se concrétise, un leader qui voilà, qui a plus de mal avec, la gestion de son énergie? Pour moi, c'est un leader qui va être parfois dépassé par le temps. Je pense que, dans le monde d'aujourd'hui, en plus, on le voit avec l'intelligence artificielle, tout va très vite. Donc, tu as tendance à vouloir faire plein de choses en même temps. Tu lances, Claude, ChatGPT, à te faire 3 projets alors que toi, tu es en train de faire une réunion sur un autre projet et donc on se rend pas compte, mais tout ça, ça nous demande de l'énergie. Ça nous demande de jongler avec 5 balles en l'air en même temps et ça nous fatigue. Ça nous fatigue aussi très vite. Donc c'est prendre conscience en fait que, bah, l'énergie, elle est pas toujours illimitée, que, il y a des signes, tu vois? La fatigue, le fait que tu vas faire des fautes d'orthographe, le fait que tu vas perdre patience. Il y a plein de petits signes comme ça qui vont te dire: «Attention, attention à ton énergie et attention à ce que tu es en train de faire» parce que, bah, tu abîmes aussi ton équipe. C'est ça, en fait, aussi un bon leader, c'est quelqu'un qui a conscience de son impact sur les autres et pas que sur lui-même. OK, c'est intéressant parce que c'est vrai que la charge mentale, moi je me rends compte, je me dis peut-être que j'ai ce truc d'énergie puisque je me rends compte que, hem, souvent, en fait, j'ai besoin de mettre sur papier les idées parce que sinon, la charge mentale me prend tellement de d'espace, tellement d'énergie que je me retrouve à galérer à faire, quoi que ce soit. Et tu parles également d'être, quand comment dire? Un, deux, trois. Tu parles également de, quand on a du mal à avoir du leadership, hem, que d'avoir du leadership, de subir son leadership et tu as Mmh. ce mot de manager paumé. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on arrive à subir son leadership? Parce que de mon point de Ouais. vue, le leadership, c'est quelque chose qui est soit naturel, soit c'est quelque chose que tu développes, mais j'ai du mal à imaginer qu'on le subit. La manière dont je l'imagine, c'est juste tu montes les échelons, mais tu t'es pas préparé mentalement à monter les échelons et du coup, tu acquiers du leadership sans être prêt mentalement. Mais je me fais peut-être, une idée sur ce sujet. Tu vois, il faut peut-être juste reprendre la définition du leader. Pour moi, un leader, c'est ça va être le capitaine du bateau qui sait où on va, qui connaît, le point d'arrivée, qui sait pas forcément quelle route on va prendre exactement, mais qui garde ce cap. Il a un cap qui est relié à une mission qu'il s'est donnée ou qu'on lui a donnée et il va faire avancer l'équipe en conscience, enfin, en rapport avec ses valeurs à lui. Parce que des leaders, il y a des très grands leaders dans le monde, mais Hitler était un leader. Un leader, c'est pas forcément quelqu'un de rayonnant, de bon, d'altruiste. Ça peut être quelqu'un aussi de profondément toxique, mais si on regarde les grands leaders, les grands dictateurs qui sont des leaders à la base, vraiment quand, moi j'ai beaucoup, étudié la Seconde Guerre mondiale, la montée de Hitler, c'est un cours de leadership. C'est un cours de comment tu engages les gens, donc bien sûr qu'il a utilisé plein de techniques rhétoriques et tout, mais il y avait comment j'emmène les gens avec moi, comment je les motive, comment je leur montre que mon objectif, qui à la base était, de permettre à l'Allemagne de sortir de cette pauvreté dans laquelle elle était après la Seconde Guerre mondiale à cause du traité de Versailles, il a réussi à motiver des foules pour montrer: «C'est ça où on va» et là, tu vois un leader d'exception parce qu'on a envie de le croire, on a envie d'aller avec lui. Quand est-ce que tu subis ton leadership? C'est quand tu es pas en conscience de tes motifs, quand tu es pas en conscience de pourquoi tu fais les choses et donc où tu vas en fait te transformer en espèce de marionnette de tes émotions. Tu vas rentrer dans quelque chose de toxique, tu vas rentrer dans quelque chose de l'enfant blessé. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on se raconte tous qu'on est des leaders, mais un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est en conscience. Donc être en conscience, ça veut dire que quand tu pètes un câble en réunion, tu sais bien que le problème, c'est pas l'employé face à toi, c'est pas la situation face à toi, c'est toi qui réagis comme ça. Mais pour avoir ce degré de conscience, tu as besoin d'avoir un peu bossé sur toi, quoi. Un peu de psychothérapie, un peu de thérapie, de coaching, de ce que tu veux, pour savoir que à chaque fois que quelqu'un est en retard, ça te fait péter une durite parce que dans ton enfance, tu avais un père, un grand-père militaire qui avait imposé un truc par rapport à l'heure et ça t'est resté.
Bon, bah, ça, tu vois, ça, c'est de la conscience. Si tu mets pas cette conscience, tu vas agir depuis des espaces que j'appelle d'enfants blessés, d'enfants capricieux, d'enfants qui va être reconnu et donc devenir un leader despotique ou toxique pour tes équipes parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est pour aller obtenir une reconnaissance, souvent liée à un trauma, à un truc qui s'est passé avant, qui fait que tu veux prouver ta valeur, alors qu'en fait, le rôle du leader n'est pas de prouver sa valeur à lui. Il est de faire avancer l'équipe pour qu'ensemble, le collectif puisse atteindre un objectif. Et c'est très différent. Donc, il y a plein de sortes de leadership, mais moi, ce que j'attends d'un leader, c'est ma définition à moi, c'est quelqu'un qui est en conscience, qui agit pour le collectif et qui est fidèle à ses valeurs. Ça ne veut pas dire que je serai toujours d'accord avec lui, mais lui, il est d'accord avec ce qu'il fait par rapport à qui il est. Et c'est là où tu as une vraie vibration et c'est là où l'équipe a envie de le suivre et d'avancer avec lui. OK, alors il y a plusieurs éléments, mais sur, je comprends en fait, c'est quelqu'un qui a une vision et que tu vois la personne en fait qui avance, hem, pas en détruisant tout sur son passage, mais quelqu'un qui avance, qui donne cette, un peu cette aura de la personne va dans une direction, en tout cas elle y croit et c'est ça qui fait que le leader, bah, devient un bon leader. Mmh. Hem, Tu parlais des comment dire? Des impacts qu'on peut avoir avec, sur notre passé. Moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, dernièrement, les histoires, familiales. Mais, dans ton cas, est-ce que comment tu est-ce que tu as trouvé des histoires, alors sans détailler, les histoires bien sûr, mais est-ce que tu as trouvé des histoires justement sur lesquelles tu as dû travailler pour, t'affirmer en tant que leader? Mmh. Alors, j'en ai trouvé beaucoup chez mes clients et pas mal chez moi aussi. En général, on va travailler ce qu'on a. Je suis passionnée par tout ce qui est épigénétique, donc les héritages qu'on peut avoir à travers nos gènes, par ce qu'on va appeler le transgénérationnel, par tous ces histoires-là de qu'est-ce qu'on porte vraiment de nos ancêtres, à travers les croyances, à travers l'éducation, mais aussi à travers les gènes et puis à travers les non-dits dans les familles. Et tu vois, j'ai accompagné pas mal de femmes qui viennent me voir et qui me disent j'ai un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est une limitation en fait que tu te mets à toi-même parce que le confort à ne pas le dépasser est parfois plus haut que d'aller le dépasser. Et ça, parfois, ça va être des femmes qui vont pas oser le dépasser parce que en le dépassant, bah, elles vont devenir meilleures que leur père. Parce qu'en le dépassant, elles vont sortir de ce que la famille avait fait jusqu'à présent. Ou alors parce que elles vont se retrouver avec des supérieurs qui vont être toxiques, qui vont leur faire revivre un truc de l'enfance d'un père absent, d'un père maltraitant, d'un père qui critiquait tout ce qu'elle faisait et donc elles vont rentrer dans un syndrome de l'imposteur, de se dire: je suis pas assez», donc elles se créent un plafond de verre. Et quand on va déconstruire, en fait, ce qui se répète entre qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta famille, parce que vraiment chez les femmes, c'est très fort. Dès qu'on monte dans le management et dans le leadership, on a un tas de croyances qui sont mais abyssales. Parce que la femme, elle a le droit d'avoir un compte en banque depuis 1965. Donc c'est pas très vieux. Quand tu regardes l'histoire de France, ça fait pas longtemps qu'on a des droits, enfin même l'histoire d'Europe, quoi. C'est pas très longtemps qu'on a des droits de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et encore, sans qu'on nous dise ce qu'on en pense, ça c'est un autre sujet. Donc on porte tout ça et pour moi, en fait, c'est essentiel de comprendre d'où je viens et pourquoi est-ce que je fais les choses et pourquoi j'arrive pas à en faire certaines. Une fois que tu comprends, en général, ça shift. Ouais, le shift peut alors, parce que pour réussir à trouver qu'on a des problèmes justement qu'on a, qui remontent de l'enfance, on s'en rend pas forcément compte et parfois on s'en rend compte parce que alors moi, je vais prendre un exemple. J'ai Jusqu'à l'année dernière, j'avais encore l'impression d'être un enfant. Hem, Maintenant c'est bon, je me sens adulte, mais c'est quelque chose, j'avais conscience depuis un moment que parce que je me suis jamais senti adulte, donc il y a un moment, tu en prends conscience. Mais pourtant, bah, pendant des années, j'arrivais pas à trouver, comment passer ce cap. Et c'est pas manque d'avoir fait des choses, a «adultes» entre guillemets, mais le cap passait pas. Et donc comment tu trouves ces éléments? Mais une fois que tu les as trouvés, faut réussir à aller travailler dessus. Comment tu trouves, peut-être pas la solution, mais en tout cas l'angle pour aller travailler sur,
sur le problème que tu as identifié? Ça va vraiment dépendre des profils. À quel point est-ce que je vais en coaching ou à quel point je vais partir dans quelque chose de plus, énergétique, spirituel, comme tu voudras l'appeler. Moi, ce que j'aime déjà, c'est poser ton arbre de famille. Juste, on pose ton arbre, toi, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et déjà, on regarde ça. On regarde les dates, on regarde qui est né à quelle époque, qui a vécu quand, qui a vécu quoi, qui a fait quoi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui a été dans la guerre d'Algérie, tu vois? On repose un contexte pour pouvoir raconter une histoire avec des faits. Moi, par exemple, tu vois, ma maman, elle est née hors mariage en 1960. C'est compliqué. En 1960, être, sans papa. Ma grand-mère était donc fille-mère. Le début de ma mère, il est pas ouf. Ce qui fait que j'ai eu des répercussions, moi, en tant que fille aînée, après dans ma vie à moi. Et ça, c'est des choses, tu vois, qu'on peut se raconter, mais quand tu as un thérapeute, un coach face à toi qui t'explique, qui reprend avec toi ton arbre, qui regarde aussi les prénoms, qui regarde les dates, qui tu sais, on refait un peu la chronologie de la famille, il y a des choses qui se posent et tu as des gens qui vont tout de suite comprendre et qui vont dire: «OK, je comprends ce que je suis en train de rejouer. Je comprends que je suis la première femme de ma famille», ça on me l'a dit souvent. Je suis la première à avoir fait des études. Je suis la première à avoir un poste de cadre. Je suis la première à être manager. Donc l'idée de devenir vice-présidente d'une boîte, c'est abyssal. Et là, tu vois, quand tu déconstruis déjà tout ça et que tu dis à la personne: «Tu es pas obligé d'être fidèle à ça». Tu vois, de comprendre aussi la fidélité familiale qui là aussi, c'est tout ça, c'est du subtil, hein, ça va être différent dans chaque famille. Mais on a des croyances, on a des fidélités. Si tu es l'aîné, tu as un autre rôle. L'aîné, ça m'ét toi, tu es pas l'aîné. Si tu te sentais encore enfant, tu as sans doute quelqu'un avant toi. Voilà, en tant qu'aîné un aîné m'aurait jamais dit ça et les aînés, je les reconnais. Par contre, tu as un prénom, Maxime, qui est quand même un prénom assez fort. On te demande de maximiser quelque chose. Donc il y a aussi toute une invitation dans ton prénom, tu vois? Donc je vais jouer avec plein de choses comme ça, de comprendre ton prénom, comprendre quand est-ce que tu es né, dans quel climat, qu'est-ce qui se passe avec tes parents et puis on va aller déconstruire. On va tirer les pelotes de laine parce que, c'est i pour moi, il y a pas de méthode. Tu as les gens qui te vendent une méthode toute faite, je refuse parce que tu es un humain avec ta complexité. Tu as peut-être des traumas qui vont me d où je vais devoir te dire: «Va voir un psy, un psychiatre». Là, il y a des choses qu'il faut transformer et il y a peut-être aussi des endroits où tu as juste besoin d'une petite méditation, d'un coup d'hypnose, d'un truc pour voir les choses autrement, pour qu'on fasse shifter et ça va être pour chaque personne différente. Mais avec le coaching, de toute façon, tu trouves toujours un moment, une clé où tu vas relier à une valeur, à une envie profonde et on va pouvoir faire bouger les choses. Et quand tu remontes sur l'arbre généalogique, tu remontes, jusqu'aux personnes que tu as connues globalement? C'est-à-dire, Ça va les dépendre grands-parents? de ouais, ça va dépendre de si tu de tes seconds prénoms. Tu vois? Si tu me sors en second prénom ton arrière-grand-père, on va quand même aller voir, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Parce que en fait, tu as nos a tes parents ont sans doute connu leurs arrière-grands-parents. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, donc il y a quand même un lien qui est là. Et puis tu vois, c'est toutes ces générations qui ont vécu les guerres, qui ont laissé des traces très fortes dans nos croyances familiales. Parce qu'un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, qui n'en a jamais parlé, pour moi, déjà, là, il y a un énorme sujet autour du secret dans la famille, autour de la honte, autour du trauma qui se transmet d'une manière ou d'une autre. Un grand-père qui est cité tous les 4 matins parce qu'il a eu la Légion d'honneur, qu'il a fait toutes les guerres, là aussi, ça peut être très intense dans une famille parce que, bah, il y a toujours un truc autour de se sacrifier pour la patrie, de devoir en baver, de devoir tout faire pour la patrie et donc la patrie passe avant l'amour de la famille, même si on va servir la famille financièrement. Donc tu vois, là aussi, je vais avoir une autre histoire de dire: «OK, ton père, ton grand-père, bah, en fait, on servait la patrie, on servait pas la famille». Donc on va comprendre des choses comme ça et ça permet, tu vois, d'adoucir, ça te permet peut-être de comprendre, si on va voir tes arrière-grands-parents, comprendre qu'est-ce que ta mère, ta grand-mère ont vécu et là aussi, tu vois, apporter de la douceur pour moi, c'est réécrire ces histoires pour sortir parfois de la colère qu'on a contre nos parents et donc redonner un côté humain et humanisant à nos parents qui nous ont parfois, fait des crasses et qu'on continue à ruminer à 40 ans passés. Juste pour rebondir sur ce dernier point, il y a, Fabrice Laurent, du podcast, Histoire d'argent, je sais pas si tu connais? Entre autres du podcast Histoire d'argent. Il dit, quelque chose, régulièrement, c'est que, parce que, bah, la plupart des gens qui ont des problèmes d'argent, ils en veulent à leurs parents parce que, bah, ça vient aussi de l'enfance, hein. Hem et il dit, mais en fait, il faut bien comprendre que nos parents, ils essayent de voilà, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'essaye de me répéter parce qu'il y a
je peux avoir, de temps en temps des j'ai pas le mot, mais des remords, non pas des remords, c'est pas Des des remords, c'est pas griefs. le bon mot. Ouais, des griefs sur, par rapport à l'éducation que j'ai pu recevoir, même si globalement j'en suis très content. Hem, mais par contre, moi, il y a un élément sur lequel j'ai essayé de justement de quand j'ai commencé à faire ce travail sur mon passé, c'était les phrases qui revenaient régulièrement. Hem, moi, j'ai une phrase qui revenait régulièrement, dans ma famille, c'est que je suis un perséquino et un perséquino, c'est fort, ça va pas forcément, tout de suite, sur l'élément qu'il veut, mais par contre, il atteint toujours ce qu'il veut. Donc il peut passer par divers chemins et cetera et en fait, je me suis rendu compte que à force d'avoir entendu cette phrase et ben, je suis beaucoup dans le mode il faut faire beaucoup d'efforts, si je veux avoir quelque chose. Hem, qu'est-ce que tu en penses de commencer par regarder sur ces phrases récurrentes, dans la famille? Des phrases qui voilà, qui tu penses à ta famille, tiens, quelles sont les phrases de la famille? Et pouf, tu as les phrases là qui popent. C'est un exercice que j'ai fait faire, lorsque j'ai animé un mastermind dans une communauté de femmes il y a quelques semaines, d'aller chercher c'est quoi les phrases qui se répètent. Parce que, là, c'était aussi des femmes qui sont toutes entrepreneuses, avec certaines qui n'arrivaient pas à se lancer et donc j'ai posé la question: «Qui dans sa famille disait, "Vivons cachés, vivons heureux"?» Et là, tu fais: «Bon, bah, c'est évident que si on t'a répété ça toute ton enfance, te mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas évident du tout». Il y a un truc inconscient donc c'est vraiment moi j'adore aller chercher ce genre de phrases. Moi mes parents nous c'était pas sous forme de phrases comme ça, c'était plus une croyance de, il faut rentrer dans une grande entreprise. Vraiment, il faut aller dans une grande entreprise, tu fais ton CDI, tu fais ta place et tu rentres et tu fais toute ta carrière là-dedans, tu vois? Tu passes les étapes, les échelons, enfin, il faut vraiment faire ça et j'ai suivi ce modèle, hein, jusqu'à ce que j'explose, mais je m'étais dit: «OK, bon, bah, il faut faire ça, c'est ça le chemin, quoi». On me l'a dit, on me l'a répété 500 fois, j'y vais, quoi. Mais c'est vrai que nos parents n'ont pas forcément aussi, conscience des alternatives qui existent. Donc heu, donc c'est compliqué, pour eux de dire, de proposer plusieurs chemins. C'est vrai que c'est la situation rêvée. Moi, je me reconnais un peu dans ce que tu disais de première, pas première femme, mais première manager, première parce que moi, j'étais le 1er à avoir fait des longues études. Donc je sentais que toute la famille qui était content et cetera, donc ça met de la pression, et du coup, tu continues dans ce chemin même si tu as pas envie. Hem et ça, c'est comment tu Comment tu conseillerais quelqu'un justement qui sent cette pression familiale? Tu vois? Alors, bon là j'étais plus jeune, j'étais étudiant, mais quelqu'un qui sent encore qu'il y a une pression familiale pour, bah, parce que voilà, la personne est manager, parce que la personne a un certain statut, a certaines choses dans sa vie, heu et donc inconsciemment, même si la famille ne le dit pas, la famille est fière et donc la personne, bah, voilà, elle s'adapte à ça. Elle continue dans son train de vie même si c'est pas celui qu'elle veut. Qu'est-ce que tu lui diras? C'est un cheminement qui est pas facile parce que, tu vois, on va te dire: «Bah, envoie tout péter». Mais tu vas pas tout envoyer péter parce que c'est toute ta construction, c'est ton éducation, donc c'est toutes les années de ta vie que tu as vécues là-dedans et il y a une fidélité à la famille. On peut se raconter ce qu'on veut, hein, même si on les déteste, on est fidèle. On est fidèle à certains concepts, on est fidèle à certaines envies et surtout, dans 99 des cas, il y a une envie de reconnaissance. Parce que ça aussi, c'est quoi t là aussi l'histoire de l'humanité, l'humain ne pouvait pas survivre seul, donc on veut appartenir. On veut appartenir à un clan et donc se raconter que ça va être facile de les envoyer chier et de dire: «OK, j'ai fait, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études et je vais devenir, boulanger, au fin fond de la France». Tu peux, hein. Il y en a qui arrivent, mais c'est un processus et c'est un processus que j'ai vécu qui pour moi a pris plusieurs années et qui a été fait en étapes. C'est pour chaque personne différent. Il y en a qui vont tout envoyer balader, ils vont faire un burn-out et vont passer ce cap. Il y en a qui vont se forcer à rester jusqu'à ce qu'il y ait une maladie grave ou un burn-out, un cancer ou je ne sais quoi et tu en as qui vont râler et qui vont rester dans le job et qui vont râler que ça les saoule, que ça les gonfle, mais tu comprends, il y a les études du petit et tu comprends et les vacances et on doit aller au ski et tu comprends, la maison, la voiture et en fait, je le dis de manière, un peu, satirique, mais c'est nos prisons dorées dans lesquelles on s'enferme et dans lesquelles on reste et en fait, si on regarde les barreaux de cette prison, dessus, il y a écrit «famille»,
croyances, masque social, masque de ton école de commerce qui t'a dit que tu devais faire ça, masque d'appartenance et en fait, ce sont tous les masques qu'on porte. Donc pour pouvoir sortir de ta prison dorée, soit tu as un choc énorme, un cancer, un burn-out, je ne sais quoi qui te vraiment te met à genoux, soit tu commences une réflexion. Et là, ça peut prendre plus ou moins de temps pour oser, en fait, commencer à dire: «Bon, bah, j'ai fait ça, OK, j'ai envie de vous rendre fier, mais maintenant la personne dont je dois prendre soin, c'est moi» et c'est un cheminement. C'est là, enfin, dire que ça se fait en 2 séances de coaching, peut-être, mais pas dans ma vision du monde. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a si c'est plus facile de faire ce cheminement quand on est jeune ou quand on est plus âgé? Ou est-ce que ça a pas de lien parce que les personnes plus âgées justement, elles ont plus d'expérience, elles sont en mode, «Oh c'est bon, j'en ai marre». Ou alors au contraire, elles ont tellement vécu dans cette prison dorée que c'est encore plus dur d'en sortir? Est-ce que tu as, ouais, relevé une corrélation avec l'âge? C'est une super question. Moi, j'ai 37 ans, donc tu vois, j'ai tout envoyé balader, j'avais 31 ans et après j'ai quand même repris un job corporate parce que c'était confortable pour continuer à développer mon entreprise et aujourd'hui, au final, être complètement à mon compte. Ça a été mon chemin. Est-ce que 31 ans, c'est jeune ou âgé? J'en sais rien. J'avais pas encore d'enfant. J'étais mariée, j'avais une situation stable. Donc, il y avait quand même un certain confort dans le fait de pouvoir envoyer balader les choses sans être étouffée financièrement. Le souci, quand tu as une quarantaine d'années, que tu commences à payer des écoles, des études, des je ne sais quoi pour tes gamins, bah, il y a une pression financière qui est là. Et même si on dit c'est pas le financier l'important, on vit dans un monde de matière où la finance est quand même au cœur, c'est le nerf de la guerre. C'est pas évident. Après, je vois beaucoup de jeunes, là, qui ont 24-25 ans, qui se lancent, qui créent leur boîte, qui ont un courage de fou et je trouve ça génial. C'est vraiment enfin, la génération qui est là, elle est inspirante, elle est puissante, elle avance, elle se donne les moyens de réussir ses rêves. Ma génération, donc moi, c'est je suis née en 89, on a été encore très forgés dans «il faut, je dois». Donc nous, on a tu vois, je pense qu'il faut mieux parler en génération. Ma génération, elle va aller se sacrifier, elle va aller au moment de rupture, elle va aller au moment où elle explose et là, elle va chercher un coach, un thérapeute, un psy pour avancer et pour dire: «OK, comment je me sors de ça?» et là commence un processus qui pour moi prend du temps. OK. Ah, heu, je suis désolé, je sais pas. J'ai plusieurs questions, mais je Vas-y. trouve pas de lien logique. En fait, le lien logique, il est peut-être dans les masques qu'on porte. Tu vois? Je me dis que quand tu as la trentaine passée, que ou quand tu as bossé plus de 10 ans dans un job, tu as beaucoup de masques. Tu as tout une appartenance, sociale. Tu as ton LinkedIn, tu as tes collègues, tu as tout ça. En fait, tes collègues deviennent ta vie, deviennent tes amis. Enfin, il y a tout un truc qui se crée. Alors que quand tu as la vingtaine, tu es dans une autre énergie. Tu as d'autres masques et je pense qu'il y a une gymnastique qui est plus simple à faire à 20 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple de te mettre à ton compte à 20 ans qu'à 30 ou 50 ans, hein. Les 2 ont avantages et inconvénients, c'est sûr. L'avantage de moi aujourd'hui, c'est que j'ai un carnet d'adresses, j'ai un réseau, j'ai une stabilité financière, je connais mes forces et mes faiblesses et je sais gérer, mon argent ce que j'aurais pas pu faire à 20 ans, tu vois? Donc il y a tout a son avantage et son inconvénient. Ce que je pense, c'est que tu as besoin juste, toi, de te poser la question: «C'est quoi tes rêves?» et d'aller suivre ça et te donner les moyens de réaliser tes rêves et les choses qui vibrent pour toi et pas les rêves de ton collègue, de tes parents, de je ne sais qui et là aussi, c'est tout un questionnement. Ouais, effectivement, c'est un gros questionnement parce que justement, moi de mon côté, j'ai voulu me lancer très tôt, mais c'était tellement à l'opposé des histoires familiales que j'ai caché tout ce que je faisais pendant des années. Donc bah, forcément, spoiler alert, ça a pas fonctionné. Parce que quand tu parles pas du tout de ce que tu fais, bah, si tu es le seul au courant que tu fais quelque chose, ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que cette pression quand tu es jeune, surtout, bah, quand tu es adolescent, début adulte, l'appartenance, c'est là où ça grossit, c'est là où ça devient, où c'est encore plus important qu'avant. Donc c'est vrai que c'est pas forcément plus facile. Mais après, effectivement, on a grandi avec internet, ma génération et Moi celle aussi, quand même. d'après. Je sais pas comment c'était avant.
J'ai eu mon premier téléphone, j'avais 16 ans et j'avais la chance d'avoir un ordinateur à la maison, mais ouais, vers mes 14, 15 ans et on avait MSN Messenger, ce que votre génération n'a pas connu. C'était magnifique, on pouvait ça remplaçait les textos à l'époque et ouais, bon, c'était notre époque, mais Oui, non, malheureusement, je n'ai pas connu. Bah, j'ai vu MSN sur le PC de mon grand-père, mais jamais utilisé. Hem, est-ce qu'il y a une, heu, une croyance sur le leadership ou sur, les histoires familiales qui est répandue et avec laquelle tu es complètement en désaccord? c'est une immense question. Hem, je pense qu'on est dans un monde encore très paternaliste, sans rentrer dans un discours, pro-féministe ou quoi que ce soit, mais on est dans un monde où la place de la femme est encore complexe. On voit que la place de l'homme le devient aussi à travers tout ce qui est en train d'être révélé de ce qui s'est passé ces dernières années et ça continue en fait de perdurer et on se rend pas compte que les faits divers continuent de se vivre en entreprise et qu'en tant que femme, il y a encore tout un cheminement à faire en nous pour trouver notre place. Donc moi, je reviens toujours à: «Je suis responsable de ce que je vis», même si c'est l'autre qui m'attaque, c'est vraiment ma vision du monde, c'est qu'est-ce qui fait que je vis ça? Et je me rends compte que, parfois, tu as de la frustration dans les gens que tu accompagnes de se dire: «Mais on est en 2026, ça devrait le faire» et en fait, non. Parce qu'en 2026, tu as encore des gens au-dessus de toi qui ont 50, 60 ans, qui ont vécu un autre monde que nous et qui ont encore des pensées que, bah, tu es une femme, quoi. Et ça, c'est subtil et c'est des croyances, c'est des biais que beaucoup de gens ont. Il y a beaucoup de travaux qui documentent ça, de recherches qui montrent que, bah, quand tu arrives dans un boardroom, donc au niveau exécutif, si tu as une femme, on va lui parler autrement, on va la complimenter autrement, on va regarder sa tenue avant de regarder son contenu et ça, c'est des choses qui, moi, me qui m'énervent parce que parfois quand on parle, on va te dire: «Mais c'est du féminisme à 2 balles, ça a rien», mais en fait, c'est vraiment une vérité que tu vis et j'aimerais qu'on fasse bouger les consciences pour avancer ensemble parce que tu as plein d'hommes qui ont envie de faire avancer ça, mais qui savent pas comment et tu as plein de femmes, en fait, qui osent plus se positionner parce que c'est épuisant quand depuis 20 ans, tu te positionnes sur tout dans ta carrière. C'est un élément que je me dis que je suis content d'être né homme, mais par contre, je me demande vraiment parce qu'effectivement, j'ai conscience qu'il y a cette différence, mais je sais pas, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté. Hem et je me demandais, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource, quelque chose à partager qui permettrait aux hommes de mieux comprendre peut-être ce que vivent les femmes? Sans justement être sur un truc, féministe, voilà, qui est un peu biaisé. Il y a plein de comptes Instagram qui sont super, dans ce registre, mais il y a aussi Titu Lecoq qui a écrit plusieurs, livres. Elle est super. Elle a écrit un livre qui s'appelle «Les grandes oubliées de l'histoire» et en fait qui retrace l'histoire de France avec les femmes. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est quand tu apprends l'histoire de France à l'école. Tu apprends Louis XIV, tu apprends Louis XVI, tu apprends tous les rois, mais les reines dans tout ça. Alors que tu as les reines, les régentes, les femmes qui étaient au pouvoir quand l'homme était en train de guerroyer ou de faire je ne sais quoi, elles étaient très puissantes. Et donc, il y a tout un travail en fait aussi de reféminiser ce qu'on a appris, parce qu'en tant que petite fille, quand tu te construis à l'école, tu entends jamais parler des autres femmes. Et donc là aussi, c'est à nous de faire un travail d'éducation, d'éveil, de voilà, on le voit avec Pierre et Marie Curie, il y a des choses qui commencent à révéler. Je suis pas sûre que Pierre ait fait autant de choses que ça. Il a fait plein de choses, c'est sûr, mais à l'époque, les femmes avaient pas le droit d'avoir des réussites aussi puissantes, donc il y a des choses qui étaient détournées et ça, c'est des histoires qu'on entend partout. Donc c'est aller se renseigner, en fait, sur ce biais des genres, aller comprendre ce qui se passe parce que, c'est comme moi, tu vois? Je peux pas parler de l'impact, d'être, une femme de couleur. Je ne le suis pas, donc je peux pas savoir ce que ça fait. Donc c'est aussi se dire qu'en tant qu'homme, je peux pas savoir ce que vit une femme, c'est logique. Donc comment faire pour savoir? C'est en parlant avec des gens, c'est en étant ouvert d'esprit, c'est en ayant vraiment envie de comprendre et si tu as pas envie de comprendre, c'est OK, hein, mais ça tu peux pas juste imaginer ce que c'est. Ça se fait à travers de l'éducation et à travers des podcasts, des échanges, avec des personnes qui ont vécu et qui t'expliquent ce qui se passe quand tu arrives dans une salle remplie d'hommes et que tu es la seule femme en tailleur. Oui, ça doit être une sensation, hein. Bah, oui, je je peux imaginer, légèrement qu'est-ce que ça peut donner. Hem, je voudrais passer sur
sur un sujet un peu différent. Juste avant, je vais te demander d'imaginer, une pièce que personne ne peut voir sauf toi. OK? Et dans cette pièce, il y a 3 éléments affichés sur les murs. Chacun de ces éléments, c'est un succès que tu as eu dans ta vie, mais dont les gens n'ont pas conscience. Je vais te donner un exemple, un succès dont les gens ont conscience, c'est, bah, j'ai accompagné, X, managers, X, leaders. Un succès dont les gens n'ont pas forcément confiance, c'est, bah, j'ai posté mon premier post LinkedIn et en fait, si j'ai mis une semaine à le poster parce que j'avais peur que le ciel me tombe sur la tête. Est-ce qu'il y a 3 succès comme ça dont les gens n'ont pas conscience et qui pourtant sont très importants pour toi? Ma famille n'a pas conscience que j'ai créé ma première entreprise en 2021 puisque moi je les avais bloqués de mes réseaux sociaux pour, ne pas avoir à me cacher comme toi. Donc pour moi, ça a été un succès d'oser me lancer, à mes conditions. Elle est, hyper intéressante ta question. Hem, L'un de mes grands succès, c'est que malgré, une sacrée dyslexie et je pense à un léger trouble de l'attention, j'ai fait toutes mes études en anglais et en allemand. Alors que sur le papier, c'était pas bien parti et comme on m'a pas dit que c'était impossible, j'ai réussi. Ça a été, très dur. Ça a été très, très, très dur pour moi. Ça a été, beaucoup de torture, pour comprendre parce que les études en Allemagne, en école de commerce, c'est pas tout à fait le même niveau qu'en France et tu taffes et pour moi, ça a été un succès immense de réussir, malgré, le fait que je sentais que j'avais pas le même niveau. Enfin, il y avait vraiment, j'ai travaillé, quoi et je pense que personne a vu cette quantité de travail, qui a été abattue pour réussir ses études, ouais et j'en suis assez fière de la résilience que j'ai développée à ce moment-là et de pas lâcher. Il y a un dernier succès. Un succès pour moi, ça a été, de dire stop à des relations amicales, qui m'abîmaient beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très, très fidèle en amitié et et ces dernières années, j'ai appris à dire stop et c'est bête, mais pour moi, ça a été, transformateur de mettre un point final quand la relation était trop douloureuse. Alors on a toujours des torts des 2 côtés, mais ça m'a vraiment montré que j'ai fini par mûrir aussi dans mon rapport à l'autre, de plus avoir peur de fermer une porte et de me retrouver toute seule et de me dire que si je ferme cette porte, je vais retrouver d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi à faire, mais aujourd'hui, je me rends compte le chemin que ça m'a permis de parcourir qui était, vraiment important. Comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que moi, les amitiés, entre guillemets «qui devaient partir», elles sont parties naturellement. On a Mmh. juste perdu contact. Mais est-ce que tu as envoyé, un message, bah, voilà, pour faire un peu un point en disant: «Bon, bah, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de se voir, de faire des choses ensemble». Comment tu t'y es pris? Ça J'ai posé ce que moi je vivais dans la relation. En fait, je me suis autorisée à je pense que c'est le coaching, tu vois, qui m'a aidée à pouvoir aussi poser ce genre de choses et pas être dans un état émotionnel, mais dans un état, juste voilà comment je vis les choses et c'est plus OK pour moi. Et en fait, de vraiment, oser nommer ce que moi j'attends d'une relation amicale parce que on le fait dans une relation de couple, mais dans l'amitié, il y a aussi besoin parfois de clarifier les rôles et on a trop tendance à attendre que ça soit logique, mais non. L'amitié, c'est complexe et quand ça fait de nombreuses années que tu connais quelqu'un, parfois il y a des changements de vie. Moi, ça a été la naissance de ma fille, qui n'ont pas été compris dans le changement que moi je vivais par mes amis et donc j'ai posé et ça a été, très douloureux vraiment et en même temps, bah, c'est un jour où je me suis choisie, en fait, en expliquant: «Je suis devenue maman, je comprends que tu comprennes pas, mais en fait, moi, je peux plus avoir le rôle que j'avais avant» et ça a été mal perçu et pour sans doute plein de raisons. L'amitié s'est arrêtée après que j'ai posé ça, mais ça a été un soulagement. c'est vrai qu'au niveau de la posture que tu dois prendre quand oses dire que, bah, là, c'est bon, l'amitié s'arrête, bah, ou en tout cas, on arrête, de se voir, trop régulièrement. C'est vrai que la posture qu'on
même l'image qu'on a de soi doit changer à ce moment. Oui, et puis c'est prendre soin de soi, en fait. Quand tu commences à te choisir, en fait, on en revient à ta question du départ sur l'énergie du leader. Qu'est-ce que tu choisis? En fait, si tu dis oui à tout, tu choisis rien, donc tu subis. Alors que quand tu prends conscience que, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus, de qui tu as envie d'être entouré? Avec qui tu as envie de passer ton temps? Et j'avais un côté, et je l'ai encore parfois, très sauveur, très en soutien de mes amis. Sauf que quand tu développes une entreprise, et tu le sais aussi, il y a un moment, tu peux pas aller sauver la planète. En fait, il faut faire un choix. Tu peux pas être, entrepreneur, mère au foyer, épouse et en plus avoir tes copines en dépression, tous les 4 matins au téléphone. Tu avances nulle part. Et ça, c'est en fait, faire des choix, c'est pas évident, hein. C'est là où on grandit aussi, où je pense qu'on devient de plus en plus adulte, mais c'est oser se choisir et donc, bah, il y a un moment, tu choisis, tes priorités et donc ça a été, le fait d'être maman et le fait d'être entrepreneuse qui a pris le dessus et qui m'a permis de dire stop. Écoute, c'est une très bonne transition parce que le sujet sur lequel je voulais aborder avec toi, c'était au niveau du fait de s'adapter. Hem, je sais parce que, hem, comment arrêter de trop s'adapter et de oser s'affirmer? Parce que c'est quelque chose dont tu parles et que tu aides les leaders, à faire et c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que moi, pendant longtemps, j'avais fait l'exercice, il y a 2 ans, je crois, non, il y a 1 an, de demander à mon entourage quelles sont mes 3 plus grandes forces, quelles sont mes 3 plus grandes faiblesses et quelque chose qui est revenu souvent et qu'on m'avait déjà dit avant, c'est qu'une de mes plus grandes forces, c'est que je sais m'adapter. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est aussi une de mes plus grandes faiblesses parce que du coup, je m'adapte tout le temps et donc je n'impose jamais, alors sans être, imposé avec le poing sur la table, mais Mmh. je n'impose jamais, bah, des choses que je veux ou alors très, très rarement et donc comment tu au niveau de ce côté de savoir s'adapter quand on est un leader, est-ce que ça vient avec un changement de mindset ou est-ce que ça vient à travers des exercices? Par exemple, dire, bah, là alors, encore une fois, il y a pas de méthode toute faite, ça c'est en fonction des gens, mais dire par exemple, bah, tu vois, sur ce point, c'est un élément où généralement tu t'adaptes, et bah, sur ce point spécifique, demain voilà, tu vas rester, ferme sur ce point et tout le reste tu peux t'adapter, mais tu vas faire un exercice conscient sur ce point précis. Quelle est, selon toi, la meilleure manière d'approcher ce ce changement? Ou savoir s'adapter ou savoir s'imposer? Mais tu vois, la première question que je te poserais, c'est, qu'est-ce que ça t'apporte de t'adapter? C'est quoi l'intérêt pour toi de t'adapter en permanence à l'autre? Mmh. Moi, ce serait, le côté où c'est plus safe. J'ai peur que Mmh. si en fait j'impose des choses, bah, que les gens m'en veulent ou que, hem, ouais, qu'ils m'en veulent, que ça crée de la tension. Donc c'est quoi la peur derrière? Si tu crées de la tension, si les gens t'en veulent, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi dans ton scénario catastrophe? C'est quoi le déroulement? Si j'essaye de réfléchir, rapidement sur le scénario catastrophe, je pense que, bah, c'est le fait de alors, c'est le fait d'être rejeté, la peur du rejet. Donc là, on le fait sans un exemple, hein, mais c'est tu vois, c'est intéressant de se dire que quand on fait quelque chose, il y a forcément un intérêt pour nous. On est égoïste, c'est tout. Tout ce qu'on fait, c'est de l'égoïsme, c'est pour nous. Vraiment, il faut qu'on arrête d'essayer de se raconter autre chose, qu'on est altruiste. Non, tout ce que tu fais, c'est parce que quelque part, tu en retires une satisfaction. Même si elle est tordue, quelque part, ça nous rassure. Donc, ne pas faire de choix, c'est confortable parce que tu es victime, parfois, de l'autre. Dans ces cas-là, si l'autre impose un truc et qu'en plus ça te gonfle, ça vient nourrir notre Calimero, notre victime intérieure qui va dire: «Ouais, mais bon, c'était lui qui a voulu et puis tu sais comment il est, gna gna» et on part dans notre histoire de «je suis une victime de l'autre» et c'est là, tu vois, où le chiffre du leader va arriver, où à un moment, qu'est-ce qui est important pour toi? Pour la soirée de ce soir, tu t'en fous, tu les laisses faire, tu les laisses gérer, OK, très bien. Mais les domaines de ta vie où tu veux pas laisser un autre faire le choix, c'est là où tu vas arrêter de t'adapter. Et tu vois, moi, j'irais pour un leader, comprendre c'est quoi les domaines où il s'en fout. Genre, sa femme gère les vacances, très bien, on la laisse gérer. Par contre,
c'est quoi les domaines dans ton business, vu que tu vas atteindre le next step où tu as besoin de commencer à poser le point sur la table et à dire: «Non, ça, c'est pas OK et ça, c'est important pour moi». Et on va faire ça par rapport à tes valeurs, tu vois? Toi, tu as l'air d'être quelqu'un qui est tu très altruiste, tu es très tourné vers l'autre, donc c'est évident que faire un choix qui pourrait froisser l'autre, ça peut te faire peur. Maintenant, c'est aller comprendre comment en faisant un choix, tu vas aussi permettre à l'autre de grandir à tes côtés et de découvrir autre chose. Donc il y a plein de lectures possibles. OK. Donc c donc en fait, la première étape, c'est pas du tout de travailler sur cette question d'adaptabilité, mais c'est plus de travailler sur, sur comprendre, nos besoins, qui on est et la cause de pourquoi on s'adapte. Oui, parce que je suis sûre que si on creuse un tout petit peu, tu vas me trouver 3 endroits où tu es pas du tout adaptable et où c'est OK pour toi. Oui, probablement. J'en ai pas qui me viennent en tête, mais Genre moi, ma mmh, compta, je suis pas adaptable, je ferai jamais la compta, je m'adapterai jamais pour faire ma compta. Je suis pas adaptable là-dessus. Par contre, là, tu as besoin d'aide pour faire ton Instagram, ton LinkedIn ou, que je te coach sur un sujet quelconque, il y a pas de souci. Là, je vais me suradapter, décaler mes rendez-vous et tout. Là, je suis trop adaptable. Donc, tu vois, c'est juste qu'est-ce qui m'intéresse? L'humain m'intéresse, donc je vais aller me plier en 4 pour l'humain. Ce qui fait que maintenant j'ai conscience que quand on me demande un appel découverte, ou qu'on veut juste discuter avec moi, bah, j'apprends à dire non. Même si c'est très inconfortable pour moi, je regarde mon emploi du temps et je vais dire non. Mais si ça sert un truc important pour moi du genre, bah, voilà, un moment de partage avec toi dans ton podcast, bon, bah, là, je vais organiser mon emploi du temps en conscience que ça, c'est un moment que j'ai envie de prioriser et donc on va le faire. Et c'est là où tu changes aussi l'adaptabilité. Je suis aussi hyper adaptable, mais j'ai décidé de mettre ça au service des choses qui vont nourrir mon business et donc égoïstement, bah, ton podcast va me permettre d'avoir de la visibilité, donc ça vient nourrir mes rêves et donc il y a une synergie qui est intéressante pour moi. Alors que la meilleure amie de ma mère qui est en PLS, elle a sans doute besoin d'aide, mais là, j'ai pas le temps. Donc ça sera dans 3 semaines. Tu vois le truc? Et en fait, c'est avoir cette honnêteté brutale de qu'est-ce qui est important? Si je veux aider tout le monde, je vais pas m'aider moi-même. c'est intéressant de réussir, en fait, à faire des choix sur ce sur quoi on peut s'adapter, ce sur quoi on décide de pas s'adapter. C'est comme, je fais un parallèle qui est peut-être, un peu ambigu, mais, avec un ami, on discutait de la discipline versus la rigidité. Lui, il est on est plutôt, encore lui plus que moi, on est plutôt très discipliné et l'entourage voit ça comme de la rigidité. Mais en fait, non, c'est juste qu'on choisit d'être très discipliné sur certaines choses, mais il y a des éléments sur lesquels on est beaucoup moins discipliné à côté. Tonnerre, je sais pas si tu entends. Ouais, il y a eu du bruit. Hem, Mmh. ouais, c'est tonnerre. Donc voilà, donc en fait, c'est intéressant de commencer par se dire: «OK, ce sur quoi on est prêt à s'adapter, ce sur quoi on veut pas s'adapter». Mais déjà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que pour certains, ça peut être de la rigidité, pour toi, c'est de la discipline. Les gens, tu vois, qui vont courir, 5 fois par semaine, pour moi, ça c'est de la rigidité, quoi. Alors que eux c'est de la discipline, mais j'aime tellement pas ça, je trouve ça rigide. Tu vois, mon mec qui va faire son sport, il peut pas bouger son heure de sport, enfin, je le trouve rigide là-dedans. Mais lui, c'est sa discipline. Donc au final, c'est un peu toujours la lunette que tu mets, hein. Je suis pas passionnée de sport, je comprends pas forcément. Alors que, aller écouter des épisodes de podcast, bon, bah, ça, c'est un truc que j'adore faire et c'est ma discipline à moi. Je pense que parfois, tu vois, on joue aussi avec les mots en fonction de quelle est notre valeur. Oui. Alors tu verras que si tu cours, régulièrement, tu vas adorer. J'aimais pas courir avant et je t'assure que si tu te mets à courir, régulièrement, au final, tu adores. Hem, Si OK, tu arrives donc à me motiver à c'est reprendre le jogging alors que j'habite dans un endroit hyper vallonné et qu'il pleut énormément au Luxembourg, mais bon, tu sais quoi? On se fait un pari après. bah, si tu veux, on peut. Hem, Écoute, justement, c'est une très bonne transition parce que, heu, tu vas prendre la main du podcast pendant, quelques instants et l'objectif, c'est que tu vas devoir me lancer un challenge que je vais devoir, relever. Ce challenge peut être, sur n'importe quel thème. Ça peut être, business, ça peut être, pro, ça peut être social, ça peut être, business pro, c'est pareil. Perso, je voulais dire, ça peut être sportif et voilà et l'objectif, c'est que ensuite je vais le documenter, en fait, sur mes réseaux. C'est quelque chose que je fais depuis 2 ans déjà. Je documente des challenges, que j'ai pu faire, sportifs, social, globalement. Là, j'ai eu des challenges, qui sont encore, social, heu, mais voilà.
Si j'ai été, méchant, pendant cette discussion, eh bien, écoute, tu peux te venger, n'hésite pas. Non, le côté coach, qui cherche toujours l'intérêt dans tout ce qu'elle vit, ressort. Mais j'adore cette idée, en fait, de te demander de me partager quelque chose que tu trouves inspirant que d'autres personnes font et que toi, tu as pas encore osé faire. Inspirant ou inconfortable, tu vois? Mais inconfortable, inspirant, enfin un truc de: «Il est un peu fou, j'aimerais bien mais j'ose pas». Je comprends l'idée. Heu, là, en fait, je suis dans une période de ma vie où je suis beaucoup, beaucoup sur le business. J'ai déjà eu dans l'épisode, précédent un challenge qui est très très inconfortable pour moi, c'est de passer sur scène. Hem, un élément que je trouve inspirant ou inconfortable. Je te partage un truc qui me vient, tu verras si ça résonne. Tu sais l'idée de faire quelque chose dans la rue comme d'aller, proposer des free hugs ou, de faire une tu vois, de parler dans la rue à des inconnus. Il y a un truc comme ça qui j'ai l'impression qui pourrait te faire du bien ou pas. Bah, écoute, pour la petite histoire, il y a 1 an et demi encore, j'étais incapable de dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Mmh. J'étais très, très timide et en fait, je me suis lancé le challenge de pendant 30 jours d'aller aborder un inconnu dans la rue. Mmh. Hem et bon, la première fois, j'ai échoué et je me suis relancé le challenge une deuxième fois, 1 ou 2 mois plus tard et là, j'ai tenu pendant une cinquantaine de jours. Mais Donc ça serait quoi le next step de ce projet? Pour te faire passer toi, tu vois, à l'étape d'après dans l'ouverture du cœur, dans la conscience de qui tu es, de ce que tu apportes, de l'humain, tu as les rencontres. ça pourrait être, je sais pas, de réussir à c'est pas juste, dire bonjour, mais essayer de créer des vraies discussions ou, hem, c'est compliqué comme comme question. Qu'est-ce que ça pourrait oui, mais alors je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça pourrait, peut-être être quelque chose sur justement le fait de réussir à imposer, mes limites sur certains points. Ne pas m'adapter, comme c'est un sujet, sur lequel on parlait, mais j'ai pas d'exemple. Ah donc partir peut-être sur la prochaine fois qu'on te propose un choix, de vraiment oser dire ce que tu veux. Pour les Ouais, 3 ça prochaines peut être fois. quelque ch ouais. Dans un contexte amical, un contexte, peut-être plus léger, de gens que tu connais moins bien, ça va être plus challengeant presque, et un contexte pro, où c'est toi qui poses vraiment, ce que toi tu veux. OK, ça on peut partir là-dessus. Tu souhaites que ce soit sur, genre les trois prochaines décisions ou, sur une durée? Mettons, pendant une semaine, pendant un mois, Tu vois, ce que je trouve intéressant dans le coaching, c'est qu'on met des pratiques délibérées avant une séance, tu vois, on se dit: «Voilà, aujourd'hui, je vais travailler là-dessus». Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, genre, on va dire, mardi de la semaine prochaine, c'est la journée où, quel que soit ce qu'on te propose par des amis, tu avant de dire oui, tu dis ce que toi tu veux. Tu vois? Est-ce qu'on ça serait comme ça, tu as vraiment de la conscience sur cette journée-là pour le vivre en conscience et donc vraiment en tirer quelque chose pour toi? ouais, ouais, on peut faire comme ça. Je vais me Donc donner 3 jours un pour, ouais, le 3 jours, pro, le perso, gens que tu connais bien et le perso, gens que tu connais moins bien. OK, Ça veut dire ouais, donc ta boulangère qui te propose un truc, tu dois lui répondre: «Non, je veux autre chose». oui. Alors il y a pas beaucoup de boulangeries en Thaïlande, mais OK. D'accord, bah, on part là-dessus. Donc bah, je documenterai, tout ça sur mes réseaux, les qu'est-ce que, bah, ça me fait, ressentir d'oser, imposer mes limites sur des éléments comme ça, avec Mmh. mon inconnu. Merci beaucoup pour
pour ce challenge. Je te partagerai aussi, les résultats, qu'est-ce que ça m'a apporté. Trop chouette. Hem, pour finir, 3 questions de fin, la classique. Est-ce qu'il y a une croyance, une certitude que tu avais il y a 3 ans et dont tu t'es débarrassé aujourd'hui et qui t'a permis d'avancer? Je pense qu'il y en a beaucoup. Hem, oui, il y a 3 ans, je me serais pas crue, réussir dans l'entrepreneuriat. J'avais la certitude, que j'avais besoin d'un emploi stable, d'un CDI, que j'étais pas assez organisée pour créer une entreprise et réussir. Et en fait, bah, avec du travail et de l'organisation et les bons coachs et les bons accompagnements, tu peux tout réussir, en fait. C'est une question de volonté, de moyens et de temps. Et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait, moi aussi, je pouvais y arriver si je m'y autorisais vraiment et donc en mettant en place tous les moyens. Il y a un moment où tu t'es dit: «Ah bah tiens, en fait, je peux y arriver» ou est-ce qu'il y a une étape précise à laquelle tu t'es dit: «Ah bah c'est bon, OK, je peux y arriver» ou est-ce que c'est venu, petit à petit? Je me dis par exemple peut-être au 1er client ou quelque chose comme ça. Hem, non, ça a été en fait crescendo. Après voilà, l'entrepreneuriat, c'est des cycles, hein. Tu as des mois qui fonctionnent et des mois qui fonctionnent pas. Quand, l'année dernière, j'ai quitté, définitivement mon job où j'étais repartie en congé parental, en fait, pour, juste le mettre en pause, j'avais plus le choix de réussir et c'est ce que beaucoup de gens racontent, tu vois? Quand ils ont plus Pôle emploi, quand enfin ou le ch je sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin le chômage, quoi. Hem, c'est un autre nom, hein, c'est pas Pôle emploi, on Je voit crois les que c'est Français France expatriés. Travail. C'est France Travail, c'est ça. Donc quand tu as plus France Travail, quand tu as plus les aides, quand tu as plus d'économies, souvent c'est le moment où, de toute façon, c'est marche ou crève, quoi. Et j'ai ce genre de personnalité, de quand je suis, contre le mur, là, je fais des miracles et on a quitté, l'Allemagne pour venir vivre au Luxembourg depuis 1 an et le Luxembourg m'a permis, en fait, à travers la culture qui est ici, qui est beaucoup plus francophone, de créer autre chose, d'être bien entourée, d'être bien accompagnée et en fait d'y aller pleinement. J'y suis allée à 3000 et donc ça a fonctionné. Est-ce que tu vois une grosse différence de mentalité entre le Luxembourg et la France et l'Allemagne, puisque tu as vécu en Allemagne? Et est-ce que, juste rapidement, est-ce qu'elle est toi, la mentalité au Luxembourg est plus à même à te faire aller de l'avant? Ouais. Pour donc la France, ça serait difficile pour moi d'en parler parce qu'au final, je l'ai quittée, j'avais 21 ans, donc j'ai jamais travaillé en France. Enfin, j'ai dû faire 6 mois d'alternance. Sinon, j'ai toujours travaillé en Allemagne et en Allemagne, j'étais la française, hein. Tu restes la française, j'ai un accent, français quand je parle allemand. Voilà, et puis j'ai un prénom de toute façon, enfin bref, Margot, ça peut pas être allemand. Donc j'ai toujours été la française et en arrivant au Luxembourg, 50 de la population n'est pas luxembourgeoise. Donc ça veut dire que sur les 50 autres, il y a toutes les nationalités du monde et donc c'est pas Margot la française, parce que ça veut rien dire Margot la française. Par contre, il y a une énorme communauté de francophones. C'est un pays où il y a beaucoup d'argent, mais où l'argent est utilisé, de mon point de vue, intelligemment. Beaucoup pour les enfants, beaucoup pour les familles, beaucoup pour la qualité de vie est incroyable. Donc oui, c'est beaucoup plus cher, mais c'est un pays où il fait bon vivre et où donc tu as aussi envie de réussir et où la réussite n'est pas une honte, où la réussite peut être montrée, où la réussite est soutenue. Enfin, j'ai des groupes d'entrepreneurs ici qui sont incroyables, qui m'ont donné des avocats, des comptables gratuitement, qui m'ont aidé pour, bah, lancer mon business. Waouh! Ça change de cadre quand tu commences à avoir un réseau comme ça, quoi. Donc oui, pour moi, je suis devenue une grande fan du Luxembourg. Il pleut beaucoup, mais c'est pas pire qu'à Francfort. Enfin, si, il pleut plus qu'à Francfort. Enfin, il pleut plus que partout, mais mais en fait, la qualité de vie est incroyable. D'accord. Bah, écoute, s'il y a des gens Qui hésitent, qui veulent, qui viennent m'en parler. Je peux, advocate pour le Luxembourg. OK. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie, le sport, que ce soit voilà, n'importe lequel, domaine de ta vie, où tu es, totalement débutant en ce moment et soit que tu es en train d'apprendre, mais bon, j'imagine que tu es très occupé ou que tu veux apprendre aussi? Je me suis lancé le défi il y a quelques jours, d'apprendre le luxembourgeois, parce que, pour moi, vivre dans un pays, ne pas en parler la langue, c'est pas possible. Tu vois, au moins comprendre.
le minimum, pouvoir connaître la culture pour aussi, bah, respecter le pays. C'est très important pour moi donc quand j'aurai fini là mes projets, qui vont jusqu'à mi-juillet, je prends des cours de luxembourgeois. J'ai OK, bah, commencé écoute, en ligne, c'est chaud mais je vais y arriver. je savais même pas qu'il y avait une langue, Elle a été natale au déclarée en Luxembourg. 1985. Depuis 1985, le luxembourgeois est une langue. C'était un OK, patois, un dialecte avant. et bah, j'irai écouter, à quoi ça ressemble, Mmh. pour me faire une idée. Est-ce que tu as une ressource, que tu voudrais partager, aux personnes qui sont arrivées jusqu'ici? Mmh. Un livre, par exemple, ou, un film? Ah, Alors moi, je suis une grande, grande fan de livres et un livre qui m'a beaucoup touchée ces derniers mois et que j'ai dû offrir, déjà une dizaine de fois, c'est le livre de Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a survécu au camp de concentration. On comprendra ma passion pour l'histoire. Mais c'est un psychiatre qui, nous parle du sens de la vie, après avoir vécu les camps de concentration, avec toute une méthode qu'il a développée, que je trouve passionnant. Et donc le livre en anglais, c'est Man in Search for Meaning ou Man Searching for Meaning et en français, c'est, la logothérapie, la thérapie par le sens. Enfin, la couverture française est pas très sexy, mais le contenu est vraiment génial et pour moi, c'est un livre qui est très facile à lire, qui est très intéressant et qui te met face à tes choix et à pourquoi tu vis et comment tu vis. d'accord. Alors le livre était dans ma liste de lecture. Du coup, Bon, bah, il va remonter, où est-ce que les personnes peuvent, te retrouver et en apprendre, plus sur toi et sur ce que tu fais? avec grand plaisir sur Instagram, qui est vraiment ma plateforme de jeu, sur LinkedIn aussi, où c'est un peu plus corporate, on va dire. Sur ma chaîne YouTube où je partage mes propres interviews aussi, j'aime beaucoup, questionner, les leaders, sur leur façon de vivre, leur leadership et puis, simplement, par message, voilà, je suis, assez réactive et j'aime beaucoup les échanges donc voilà, c'est ma boîte mail, mon Instagram, mon LinkedIn sont ouverts. Tous les liens seront, dans les notes, de l'épisode. Heu, Super. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu entends ce message, ça signifie que l'épisode t'a plu et donc dans ce cas, je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur l'application de podcast de ton choix et à me dire aussi avec la note, bah voilà, à me faire un retour sur le podcast. Aussi, si tu veux aller plus loin et découvrir mes réflexions que j'ai euh, au fil du temps, voilà, les réflexions que je peux obtenir en discutant avec ces différents invités et mes réflexions également personnelles, eh bien, tous les mois, je partage une newsletter sur Substack voilà, où je partage mes réflexions business, personnelles, des questions de vie, des ressources que j'ai consommées ce mois-ci et qui m'ont apporté quelque chose. Donc voilà, c'est une fois par mois, c'est rapide à lire. C'est donc sur Substack, 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 maxime.pco. Substack/maxime.pco. On se retrouve de l'autre côté.